Ok, donc bonsoir. Aujourd'hui, nous allons voir à la suite de l'administration du réseau. On a vu comment on peut créer un réseau virtuel avec tout ce que cela comprend, le subnet, la sécurité avec le NSG. Allô? Euh, on a vu également comment administrer l'interconnexion de réseau. Donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre encore avec le réseau, mais cette fois-ci avec l'administration du trafic réseau. Donc, on aura des solutions ou des services que Azure va nous proposer pour pouvoir administrer le trafic réseau. Parmi ces solutions, nous avons le load balancer qui se décline en plusieurs types et nous avons l'application gateway et nous allons voir un outil très performant aussi côté réseau dans Azure qu'on appelle le Network Watcher, qu'on peut utiliser pour pouvoir soit monitorer ou bien faire du troubleshooting au niveau du réseau. Alors, le load balancer, c'est quoi? Bon, on connaît tous ce que c'est qu'un load balancer. Un load balancer, par définition, de manière basique, va permettre de faire l'équilibrage de charge réseau. Donc, parlant d'équilibrage de charge, on aura donc affaire à plusieurs types de load balancers en fonction de l'usage, du type de protocole, euh, de son étendue, que ce soit global ou régional, de l'environnement, sinon des environnements qui peuvent couvrir de la sécurité. Donc, on aura quatre catégories de load balancer. La première catégorie, c'est l'application gateway. Donc, l'application gateway est aussi un load balancer, mais lui, il permet d'optimiser la distribution depuis un ensemble de serveurs d'application et tout en renforçant, bien sûr, la sécurité au niveau des applications avec un firewall qu'on appelle le WAF, qui est le Web Application Firewall. Donc, une application gateway va permettre de distribuer la charge sur plusieurs serveurs qui, je peux dire, portent la même application ou bien le même site web. Voilà, ou bien la même application web. Et la sécurité au niveau de l'application gateway sera assurée par un WAF qui est un Web Application Firewall. Alors, le WAF peut être utilisé, pas le WAF plutôt, l'application gateway peut être utilisé avec plusieurs protocoles. Voilà. Entre autres, on a le HTTP, le HTTPS, le HTTP2, et lui, il est régional. Ça veut dire que quand vous avez une application gateway, c'est seulement pour la région où vous avez implémenté votre infrastructure, pas au-delà. Voilà. Donc, si vous avez de l'infra dans plusieurs régions, vous êtes obligé d'avoir une application gateway par région. Par suite, nous avons le front door. Voilà. Lui aussi permet, hein, comme tout autre load balancer, de distribuer, de distribuer la charge de façon évolutive. Voilà. Donc, ça veut dire que au fur et à mesure que la charge va augmenter, le load balancer ici va s'adapter à la charge tout en appliquant bien sûr de la sécurité. Mais cette fois-ci, c'est du point de vue mondial. Donc, ce n'est plus une affaire de région, mais c'est du point de vue mondial. Donc, quelles sont les applications, par exemple, qui s'exécutent et qu'on peut retrouver du point de vue mondial? Donc, on a par exemple les applications comme les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, voilà, du point de vue mondial. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure que la charge de ces applications-là va monter, l'application
pardon, le front door va s'adapter. Voilà. C'est comme ça que le front door fonctionne. Donc, lui, il est global, mondial. Maintenant, on a le load balancer standard. Voilà. Lui qui va utiliser les protocoles comme le TCP ou l'UDP. Lui aussi, il est régional. Seulement pour l'environnement Azure. Alors, les deux premiers, environnement Azure, Cloud non Azure, bien environnement on-prem. Voilà. Mais l'équilibrage de charge standard, comme par exemple le NetScaler ou bien le F5, voilà, ou bien l'équilibrage de charge au niveau du Windows Server, lui, il va juste permettre de distribuer la charge sur plusieurs serveurs, en entrant comme en sortie. Voilà. Donc, lui, c'est purement côté réseau. Et pour terminer, la dernière catégorie, c'est le traffic manager. Alors, lui, on va le voir aussi dans le module 10, quand on va parler, par exemple, de la sécurité des données. Donc, le traffic manager va permettre de distribuer le trafic au service dans des régions Azure. Donc, par exemple, si vous avez une région, pardon, une infra dans la région d'Afrique du Sud, par exemple, et que cette infra est dupliquée dans une autre région, par exemple au Japon, donc, quand vous mettez en place un traffic manager, le traffic manager va prendre ces deux régions-là comme une forme de cluster. Donc, lui, il va se positionner. Donc, lui, il va se positionner comme un outil qui permet, voilà, de router le trafic, sinon les demandes de connexion vers une seule région. Et le jour, un service ou bien la région est indisponible, tout le trafic ou bien toutes les demandes de connexion vont être routées vers l'autre région qui était synchronisée avec la première région. Donc, voilà un peu le rôle du traffic manager. C'est très, très important. Il est utilisé pour la mise en place des solutions de disaster recovery. Voilà. Okay. Donc, nous allons voir, je peux dire en profondeur, l'équilibreur de charge. Alors, on a l'équilibreur de charge public et l'équilibreur de charge privé. Alors, le load balanceur public, c'est lui qui va être en contact avec le monde extérieur. Donc, il aura une patte externe orientée vers euh, le réseau public, sinon Internet. Donc, quand tu as un load balanceur qui a en frontal le réseau public, on parle de load balanceur public. Et dans la configuration de ce load balancer, sa patte externe doit porter une IP publique, voilà, pour lui permettre de pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Maintenant, derrière ce load balancer public, on a un réseau privé, bien sûr, un VNet en Azure, où se trouve, par exemple, un pool de serveurs sur qui il va distribuer les charges. Et le load balancer privé ou interne, c'est le load balancer qui n'a, du point de vue fonctionnel, aucune communication avec le monde extérieur, sinon avec Internet. Donc, que ce soit en frontal ou en back, voilà, on n'a seulement que du réseau privé. Sinon, tout se passe à l'intérieur d'un même VNet. Donc, il n'y a pas de connexion avec le monde public. Okay. Là, je me mets.
Alors, s'il y a des questions, des points sur lesquels tu veux revenir, tu me fais signe. Donc, dans le choix du load balanceur, nous avons deux SKU. Alors, donc je disais tantôt aussi que le SKU, c'est l'ensemble des caractéristiques d'un produit. Donc ici, ce qui détermine un produit. Donc ici, on a le load balanceur de base. On a le nombre, par exemple, de serveurs qu'il peut prendre en charge dans un pool. Un pool back-end, par exemple. De base, on a 300 serveurs et la référence standard peut supporter jusqu'à 5000 instances dans un pool, derrière le load balancer. Donc, en termes de zone de disponibilité, la référence de base n'a pas de zone de disponibilité, tandis que la référence standard, voilà, peut prendre en compte la redondance interzone, plusieurs serveurs frontaux. Alors, la référence de base, c'est seulement les serveurs entrants, ou bien si tu veux, sur la patte externe entrant. Alors que la référence standard peut avoir plusieurs serveurs en entrée comme en sortie. Voilà. En termes de SLA, quand vous choisissez un load balanceur de base, Microsoft ne vous garantit rien. Donc, il n'y a pas de SLA. Ça veut dire que ça peut marcher comme ne pas marcher. Il peut y avoir des temps d'interruption. Voilà. Et ils sont responsables de rien. Quand vous choisissez la référence standard, Microsoft vous garantit 99,99% de disponibilité, ce qui correspond à 5 minutes de temps d'arrêt sur 365 jours. Voilà, c'est pas mal. Donc, c'est de toutes ces informations que vous avez besoin en tant qu'expert Azure quand vous devez proposer, par exemple, une solution à votre top management pour qu'ils sachent ou bien qu'ils aient la possibilité de choisir, non seulement en tenant compte euh, des finances, mais aussi en tenant compte des spécificités techniques dont ils souhaiteraient quand même avoir. Donc, au niveau du load balancer, on a ce qu'on appelle des règles qui permettent au load balancer de pouvoir distribuer le trafic. Donc, en réalité, quand une requête arrive au niveau du load balancer, le load balancer va fonctionner, je peux dire, en deux étapes. On aura d'abord ce qu'on appelle l'écoute. Donc, le load balancer va lire, c'est un peu comme les trams, va lire l'entête pour savoir quelle est la source, la destination, le protocole utilisé, ainsi de suite, tout ça. Et donc, en fonction des informations que l'équipe va fournir, il y a déjà des règles préétablies, ou bien que nous, on peut créer au niveau du load balancer pour permettre au load balancer de pouvoir distribuer la charge. Voilà. Donc, si par exemple, on dit que si une requête vient d'Internet, il faut router cette requête-là vers tel réseau ou bien vers telle machine. Donc, cette règle étant active au niveau du load balancer, dès que la condition est vérifiée, automatiquement, le load balancer va appliquer cette règle. Donc, en réalité, le load balancer va faire une lecture ou bien une écoute pour détecter les informations au niveau de la requête et appliquer ensuite la règle qui correspond. Voilà. Donc, après le load balancer standard, nous avons l'application gateway. Donc, je crois hier, sinon dans le module précédent, on avait évoqué un peu. L'application gateway va fonctionner à peu près comme le load balancer qu'on vient de décrire, c'est-à-dire la requête vient et au niveau de l'application gateway, il y aura un écouteur, c'est-à-dire un module qui va permettre de voir au niveau de la requête quel est le protocole qui est utilisé, si c'est du HTTP,
c'est du HTTPS. Ensuite, il y aura la règle qui est prévue pour le HTTP et la règle qui est prévue pour le HTTPS. Donc, si on veut résumer, le load balancer a deux éléments, je peux dire internes, pour son fonctionnement normal. On a l'écouteur et on a ensuite la règle. Donc, s'il n'y a pas de règle, voilà, le load balancer, il ne peut se baser sur rien, si tu veux, pour pouvoir router le trafic. Voilà. Ou bien distribuer le trafic. Alors que si les règles sont déjà préétablies, il va se baser sur les règles pour pouvoir router le trafic. Voilà. Donc, un exemple, par exemple, on a du routage basé sur le chemin. Ensuite, on a du routage multisite. Donc, basé sur le chemin, c'est ce qu'on peut appeler en anglais le PAF. Donc, quand une requête vient, par exemple, à l'image de gauche, contoso.com/image, ainsi de suite, automatiquement, l'application Gateway sait que elle doit router le trafic ou bien la demande de connexion vers les serveurs qui gèrent les images ou bien vers les serveurs où se trouvent les images. Quand c'est les vidéos, automatiquement, elle sait aussi qu'il faut router la demande de connexion vers les serveurs ou bien le pool de serveurs qui gèrent les vidéos. Donc, c'est un peu ça. Donc, il va faire une lecture du chemin et en fonction de ce qu'il va voir, il va appliquer une règle. Voilà. C'est ce qu'on disait tantôt. La même chose pour le multisite. Par exemple, vous avez des organisations qui ont plusieurs noms de domaine et qui ont plusieurs sites web en fonction des noms de domaine. Un exemple très simple, hein, vous avez Microsoft, vous avez Microsoft.com, vous avez Office.com, vous avez Hotmail, vous avez Live, vous avez Outlook, vous avez On Microsoft, vous avez Azure Website, plein de domaines. Donc, quand vous tapez dans votre navigateur www.microsoft.com, automatiquement, l'application Gateway de Microsoft sait qu'on doit router ta demande de connexion vers le pool de serveurs qui gère le domaine Microsoft.com. Ou bien où se trouve le site web Microsoft.com. Si tu as tapé par exemple hotmail.fr, l'application Gateway va te router vers le pool de serveurs qui gère le site web hotmail.com, ainsi de suite. Donc, sur ce, nous allons voir l'élément de troubleshooting et de monitoring au niveau de Azure en ce qui concerne le network. Et il s'appelle le Network Watcher. Alors, le Network Watcher, qu'est-ce qu'il fait? C'est un service régional. Alors, tu remarques que la majorité des services qu'on déploie dans Azure sont des services régionaux, c'est-à-dire qui se limitent à une région. Bon, il y a des services qui sont, je peux dire, globaux, qu'on peut retrouver du point de vue mondial, mais la majorité des services vont se limiter à la région où tu as fait le déploiement de ton infrastructure. Donc, en termes de bonne pratique, il est conseillé d'avoir toute son infra au niveau d'une même région pour bénéficier d'un certain nombre de services. Parce que si ton infra s'étend sur plusieurs régions, tu seras obligé d'avoir plusieurs network watchers. Voilà. Or, le network watcher aussi, c'est un service qui est payant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il va t'aider à faire le monitoring des connexions ou du réseau et tu pourras aussi afficher une topologie plutôt de ton réseau. Et c'est un élément très, très, très intéressant parce que en termes de déploiement, on a ce qu'on appelle l'architecture. Donc, tu as l'architecture source et tu as l'architecture cible. Donc, au fur et à mesure que tu fais le déploiement, tu peux aller voir la topologie pour voir de manière graphique, hein, est-ce que cette topologie-là tend vers ton architecture cible que tu as prévue. Très important.
Et cette topologie, elle est interactive. Donc, sur la topologie, si tu vois un lien, par exemple un peering ou bien une interconnexion par VPN, tu peux cliquer sur le lien et ça t'envoie directement sur le service en question. Si tu vois une VM, tu cliques directement sur la VM, ça t'envoie sur les paramètres de la VM. Tu vois par exemple une IP publique, tu vois par exemple un NSG, tu vois par exemple un firewall, tu vois par exemple une VPN gateway, tout ce que tu vas voir sur la topologie là. Il suffit juste de cliquer là-dessus, ça t'envoie directement sur les paramètres de cette ressource. Le Network Watcher permet également de faire du diagnostic du NSG. Tu te souviens, lorsque on avait vu les NSG, on avait dit que le NSG peut s'appliquer à plusieurs niveaux. Hein, niveau subnet et niveau 4 réseaux. De sorte à ce qu'on ait des règles qui peuvent se cumuler. Voilà. Et quand les règles se cumulent, il peut arriver qu'il y ait conflit au niveau de l'application, s'il faut hello ou bien deny. Donc, dans ce cas, le diagnostic NSG nous permet de voir quelles sont les règles qui s'appliquent effectivement. Voilà. S'il y a un problème, le diagnostic NSG va nous dire qu'au niveau de tel NSG, il y a un souci. Ou bien, si tu testes une connexion, que c'est le NSG, une règle du NSG qui bloque, il va te dire non, c'est une règle du NSG qui bloque et il va te proposer aussi la solution pour pouvoir y remédier. Voilà. Ensuite, résolution des problèmes de VPN. Donc, si tu as une connexion VPN et que tu as des soucis, les tunnels peuvent tomber. Voilà. Donc, tu peux passer par le Network Watcher pour tester la connexion et il va te faire ressortir tous les problèmes en te proposant toutefois des solutions de remédiation. Il peut te permettre également de faire de la vérification de flux IP, donc d'un point A à un point B. Il peut faire également de la capture de paquets. Donc, c'est ici l'image, sinon le correspondant de Wireshark. Donc, tu vas configurer soit une VM ou bien un port réseau qui sera le miroir d'un premier port et tout le trafic sortant entrant du premier port sera capturé sur le second. On peut vérifier également le tronçon suivant qui est le correspondant de trace 7 ou bien trace route. Donc, du coup, tu peux savoir si le chemin, tu peux savoir si le chemin, par exemple, de ton serveur vers, par exemple, un site web est fonctionnel, si tous les sauts sont bons, ou bien à quel niveau est-ce qu'il y a un souci. Voilà, tu peux voir tout ça. Tu peux vérifier également les journaux de flux, l'analyse de trafic. Donc, tout un ensemble d'éléments qui peuvent t'aider à faire soit de la supervision, à faire du diagnostic, ou bien à gérer le trafic. Voilà. Donc, un exemple de diagnostic, vérification de flux IP. Donc, ici, on va tester une connexion RDP d'une machine à une autre. Donc, on a ici le protocole, c'est TCP, connexion entrante. Donc, la connexion entrante sur la machine 10.0.0.4 et la connexion vient depuis le 13, 24, 35, 46. Donc, quand on teste, ici, on se rend compte que la connexion entrante sur le port 3389 est refusée. Et il vous précise également règle de sécurité deny all inbound. Donc, ça veut dire que dans le NSG qui est sur, par exemple, la VM, il y a une règle deny all qui fait que la connexion RDP entente ne fonctionne pas. Il y a deux cas. Soit il n'y a pas du tout de règle autorisant le RDP en entrée sur la machine. Deuxième cas, soit il y a une règle, mais cette règle est placée après le deny all.
Donc, tu n'as qu'à aller dans le NSG sur ta VM, sur la partie inbound rule, et puis tu vas faire la correction nécessaire pour que le RDP puisse fonctionner. Voilà. Le tronçon suivant, comme je l'ai dit, c'est l'équivalent du trace fait sur une trace route. Voilà. Donc, il te permet de voir jusqu'à... c'est-à-dire que si tu as un routeur ou bien si tu as VM, le saut suivant sera ta passerelle de ton DNS. Ensuite, la part externe de ton routeur et le routeur suivant. Donc, tu peux vérifier tous ces sauts-là et voir à quel niveau se trouve le blocage pour pouvoir résoudre le problème. Et la fameuse topologie. Donc, ici, on a un réseau qui est nommé MyVNet. Ce réseau a 3 subnets. MySubnet DMZ, MySubnet Front-End, MySubnet Back-End. Donc, déjà, sur la topologie, tu vois d'abord le réseau, le subnet, et puis les machines qui sont connectées à chaque subnet. Donc, où tu vois la carte réseau représente une machine. Donc, en général, la VM est représentée par une carte réseau et puis un écran. En général, c'est les deux. Maintenant, d'autres éléments peuvent s'ajouter, comme par exemple l'adresse IP publique, le NSG. Voilà. Ensuite, vous verrez également sur cette topologie les tables de routage qui ont été créées, comme on l'a vu dans le module précédent, et qui ont été associées au subnet. Voilà. Donc, tout ça, c'est visible à travers la topologie. Donc, si on veut, par exemple, aller voir le contenu de la table de routage MyRouteTableBack, on n'a qu'à cliquer sur MyRouteTableBack, ça nous envoie directement dans le fichier de la table de routage. Voilà. Donc, voilà un peu en termes de gestion du trafic réseau sur Azure. Voilà. Donc, s'il y a des questions, toutefois, voilà. Alors, moi non plus, je ne t'entends pas. Donc, on aura un lab avec 3 tâches. Donc, utiliser un modèle pour configurer une infrastructure. Donc, ici, le JSON, les scripts JSON reviennent. Voilà. Donc, on va utiliser un modèle. On va configurer un load balancer et configurer également une application gateway.